S'agissant des grandes questions économiques et monétaires, nous sommes encore plus sous le carcan des autres. Là, j'allais dire, j'enfonce des portes ouvertes. La plupart des gens maintenant ont commencé à comprendre comment ça se passe. Pour tenter de rendre viable l'euro, nous avons des injonctions, non seulement d'ailleurs venues de la Commission européenne, mais également de la Banque centrale européenne et aussi du Fonds monétaire international, dans le cadre de ce qu'ils appellent la Troïka, où on a renforcé encore les contraintes de coordination économique. Voilà. On a appris il y a là, le 26 septembre, M. Moscovici est arrivé comme un bambin à la Commission européenne. Il a été reçu par le commissaire européen, M. Olli Rehn. On doit envoyer notre copie budgétaire à Bruxelles. Oui, tout à fait. En fait, vous savez, il s'agit d'une nouvelle procédure de surveillance. Dans quelques jours, en effet, Paris va envoyer à Bruxelles sa copie budgétaire pour avis. Et ensuite, eh bien, les experts européens vont examiner la trajectoire, les grands équilibres de ce budget. Est-ce que la réduction dite historique des dépenses est au rendez-vous? Et puis, ils donneront soit un feu vert, soit un feu clignotant. Alors bien sûr, Bruxelles ne peut pas déchirer notre copie, mais peut tout de même nous demander de la revoir. La France a présenté sa copie budgétaire pour essayer d'obtenir, et le journal Le Figaro a titré « La France obtient un bon point ». Enfin, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Désormais, c'est un Gus, M. Olli Rehn, qui est finlandais de nationalité, qui a été formé dans le Minnesota à Saint-Paul, puis ensuite qui a été diplômé de l'université de Berkeley en Californie. Ce monsieur n'a été élu par absolument personne, ni en Finlande et a fortiori en France. Et c'est ce monsieur qui vient nous dire si notre budget lui convient. Bon. Au passage, c'est un viol éhonté de l'article 3 et de l'article 12, je crois, ou 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 3 prévoit que la souveraineté réside éminemment dans la nation et que nul individu, nulle portion du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Bon. Maintenant, la souveraineté budgétaire s'exerce sous le contrôle d'un Finlandais. Bon. C'est le viol de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc on est un gouvernement, une structure qui piétine les droits de l'homme. Ils ont les droits de l'homme plein à la bouche, mais en réalité, ils piétinent la souveraineté populaire et nationale, telle qu'elle est fixée justement par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, en vertu de ça, c'est pas seulement la France, vous voyez bien ce qui se passe en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, les injonctions de tailler dans les dépenses sociales, de revenir sur les acquis sociaux, de brader les services publics, etc. L'Union européenne et le FMI n'ont pas l'intention de renégocier les mesures de rigueur imposées à la Grèce, car le gouvernement n'arrive pas à réaliser les objectifs demandés. La décision sur le déblocage des fonds se fera une fois la revue de la Troïka achevée, a déclaré le porte-parole de la Commission, car ces derniers mois, des reports significatifs ont affecté la mise en place du programme en raison des élections notamment. La Grèce a normalement besoin pour le 20 août prochain d'une aide intérimaire pour rembourser à la Banque centrale européenne un montant obligataire de plus de 3 milliards d'euros. Des négociations sont en cours. Donc il est absolument impossible en France de prétendre d'avoir un programme politique sur le thème « je vais faire baisser le chômage, je vais relancer l'industrie, etc. » sans sortir de l'Union européenne. Sinon, excusez-moi, mais c'est se moquer du monde. Nous n'avons plus aucune manette. Donc toutes les manettes sont les grandes manettes stratégiques, j'entends. Donc on a encore des petites manettes, par exemple, on va pouvoir éventuellement abolir une niche fiscale, n'est-ce pas, sur, l'investissement dans les monuments historiques. Mais ça, ce sont des choses, c'est des choses de second ordre, ce sont des choses petites. On va pouvoir modifier éventuellement le niveau du SMIC. Mais les grandes données stratégiques en matière économique, c'est-à-dire la fixation des taux d'intérêt, la politique de relance, la politique de dépenses publiques, la politique d'équilibre ou de déficit budgétaire, etc. Tout ceci est entièrement maintenant volé aux Français comme aux autres peuples et donné à une oligarchie qui est irresponsable politiquement. Donc on ne peut plus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on revient à votre question d'origine. Nous, on explique que l'Europe n'explique pas tous les problèmes de la France, bien entendu.
De la même façon que l'occupation en 1940-41 n'expliquait pas tous les problèmes de la France. Il y avait des problèmes avant qui duraient après, c'est pareil aussi. Mais l'essentiel des problèmes actuels, ils avaient une origine. L'origine, c'était justement le fait que la France était occupée. Comme aujourd'hui, l'origine, c'est que nous avons perdu notre souveraineté. Qu'est-ce que vous auriez pensé que de Charles de Gaulle faisant son appel du 18 juin, et dans l'appel du 18 juin, il aurait lancé un programme en disant voilà, en matière économique, je vais faire ci, en matière sociale, je vais faire ça, en matière d'éducation, et puis il y aurait eu en bout d'appel, on aurait dit par ailleurs, eh bien, je vais essayer de faire une autre Europe hitlérienne. Ça n'aurait pas eu de sens. Il était bien évident à l'époque que là, ce qui surplombait le tout, c'est que la France avait perdu son indépendance et sa souveraineté et qu'on était sous occupation. Alors j'entends d'ici là des gens dire « Oh, il exagère, on n'est pas comme en 41, etc. » Évidemment qu'on n'est pas exactement comme en 41, ça ne m'a pas échappé, bien sûr. Mais nous sommes dans une situation qui est d'une certaine façon plus vicieuse. Parce que la France, elle est en guerre, et c'est pas moi qui le dis, c'est François Mitterrand qui l'a dit, et dans ses confidences juste avant de mourir, dans un livre qui a été publié en janvier 97 chez Plon, qui s'appelle Le Dernier Mitterrand. Ce sont des confidences qu'il avait faites au journaliste de gauche, d'ailleurs, du Nouvel Observateur de l'époque, Georges-Marc Benamou. Et voilà ce que dit le président de la République qui venait de quitter ses fonctions. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ça n'est pas François Asselineau qui dit ça, c'est François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a été 14 ans à la tête de l'Élysée, qui avait le code nucléaire. Alors si quelqu'un comme ça fait cette déclaration, normalement, dans un pays normalement constitué, dans le pays de Voltaire et de Montesquieu, dans le pays de Jean-Jacques Rousseau, de Clémenceau et de De Gaulle, ça devrait faire l'objet de débats publics. Personne n'en parle jamais. Si Mitterrand a fait ce constat, c'est très important. La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Oui, parce que nous sommes dans une guerre du 3e millénaire. On est dans une guerre qui est beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus hypocrite, beaucoup plus sournoise que les guerres de jadis. En 1940, il y avait une chose qui était que tout le monde voyait, il suffit d'aller dans la rue, c'est que la France était en guerre, elle avait même été battue, il y avait une armée d'occupation. Donc personne n'était en doute là-dessus. Alors qu'en 2013, nous sommes avec une monnaie d'occupation. Nous avons des politiques qui nous sont imposées par des gens non élus de l'étranger. Nous avons une politique internationale, une politique militaire, j'en parlais tout à l'heure, d'agression, une politique, j'allais dire, de guerre néocoloniale, qui nous sont imposées par l'étranger. Nous avons une politique de démantèlement des acquis sociaux des Français, qui nous est imposée par une oligarchie étrangère.